Dans l'univers, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser cachées et non découvertes. D'une expérience avec des ombres à une boutique transparente, voici 15 choses que les humains n'auraient jamais dû voir. Numéro 15, expérience des ombres. Nous voyons un homme masqué. Spécifiquement Louis Loden, un physicien canadien qui s'est consacré à l'étude du rayonnement thermique pendant de nombreuses années. Louis Loden réalise une expérience pour étudier les effets de la lumière sur les matériaux et leur capacité à générer de la chaleur. Loden est reconnu internationalement pour ses contributions en physique et est considéré comme un expert en rayonnement thermique. Cette expérience avant-gardiste nous apportera de nouvelles connaissances sur le rayonnement thermique et ses applications dans diverses industries. Ce qui s'est passé ici, c'est que le rayonnement thermique puissant et intense a laissé des ombres sur les murs et les trottoirs, là où les objets ou les personnes bloquaient le rayonnement. Ce qui est tragique, c'est que, peu après cette expérience, Louis Loden a péri. Certains croient que l'expérience a été la cause de sa mort. Cependant, Otto croit fermement que la cause de cette tragédie n'était pas directement liée à l'expérience elle-même. Il existe des théories qui suggèrent qu'il y a eu une série de facteurs externes et d'erreurs humaines qui ont contribué aux résultats désastreux. Malgré les différentes opinions, cette expérience est un rappel de la nature dévastatrice des armes nucléaires et de l'importance de prendre des précautions extrêmes. Cet incident doit être pris au sérieux et servir d'avertissement pour la communauté internationale. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement. Et la cloche de notification tout de suite, numéro 14, île aux serpents. À 20 km de la côte du Brésil, il y a une île qui ne devrait être vue par aucun humain. L'île aux serpents. Comme son nom l'indique, l'île aux serpents abrite un nombre impressionnant de l'une des serpents les plus venimeuses du monde. La vipère à fossette à tête de lance dorée. Les estimations varient, mais certains croient qu'il y a entre 1 et 5 serpents par mètre carré. Pour se faire une idée plus claire, cela signifie qu'à chaque pas que vous faites, vous verrez un serpent. Vous vous demandez probablement comment ces serpents sont arrivés sur l'île. En réalité, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Cependant, il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer ce phénomène. La théorie la plus acceptée suggère que les serpents ont été piégés sur l'île en raison d'un événement géologique ou climatique. Une autre théorie propose que les serpents ont été introduits sur l'île par des humains à un moment donné dans le passé. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude laquelle de ces théories est la correcte, il est intéressant de considérer les différentes possibilités et de spéculer sur la façon dont ces serpents ont fini sur l'île. Après la dernière glaciation, les serpents de l'île ont évolué différemment de ceux du continent, en raison de l'isolement et du manque de proie terrestre. Ils sont devenus plus venimeux pour survivre et leur venin peut faire fondre la chair humaine. Le gouvernement brésilien interdit de mettre le pied sur l'île, sauf pour les scientifiques et les chercheurs avec des mesures de protection. Ignorer les avertissements est risqué. Numéro 13, l'île des poupées. À Mexico, il y a une île connue pour être l'endroit le plus effrayant. L'île des poupées. L'histoire commence avec un homme nommé Don Julián Fantasmabarra. La légende raconte que Don Julián a découvert le corps d'une jeune fille qui s'était noyée dans l'un des canaux de l'île. Près de là, il a trouvé une poupée flottante qu'il a supposée appartenir à la jeune fille décédée. Dans un acte de respect et pour apaiser son esprit, il a accroché la poupée à un arbre. Don Julián a commencé à entendre des chuchotements, des pas et des lamentations angoissantes dans l'obscurité, bien que son lit soit à des kilomètres de la civilisation. Poussé par la peur et le sens du devoir, il a passé les 50 années suivantes à accrocher plus de poupées. Dans une tentative d'apaiser l'esprit inquiet, il fouillait les tas d'ordures pour trouver des poupées et les échangeait contre des produits de son potager, jusqu'à transformer toute l'île en un spectacle macabre. Malheureusement, en 2001, Don Julián a été retrouvé mort. Aujourd'hui, beaucoup continuent de visiter l'île, mais chaque fois qu'ils rentrent chez eux, c'est avec une expérience effrayante. Les visiteurs parlent souvent du fait que les yeux des poupées les suivent, ou même que les poupées chuchotent entre elles. Bien que beaucoup croient que chaque poupée est imprégnée de l'esprit de la fillette morte. Les sceptiques soutiennent que l'isolement de l'île est l'état de décomposition des poupées.
sont les seules raisons de la sensation d'inquiétude qui envahit les visiteurs. Quelle que soit la raison, les poupées de lit se dressent comme l'un des endroits les plus terrifiants de la Terre. Numéro 12, l'attaque d'éléphants de Tchernobyl. Au plus profond de ce qui reste de la centrale nucléaire de Tchernobyl se trouve l'un des rappels les plus catastrophiques des pires incidents nucléaires de toute l'histoire de l'humanité. Ce morceau de vestige nucléaire est connu sous le nom de la patte d'éléphant, et c'est tout ce qui a été laissé par la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Il s'agit d'une masse de corium, un matériau hautement radioactif formé par les barres de combustible des réacteurs nucléaires, qui fond et réagit avec les matériaux structurels comme le béton et l'acier de la cuve de confinement du réacteur. Lorsqu'elle a été découverte, la patte d'éléphant émettait une radiation si mortelle que s'en approcher pendant quelques minutes causerait la mort. Elle était si radioactive qu'elle produisait de la chaleur, et l'air autour d'elle brillait en bleu. En raison de la radiation de Cherenkov, les travailleurs ne pouvaient pas s'approcher sans courir des risques extrêmes. C'est pourquoi on a utilisé des machines télécommandées pour inspecter la zone. Des photos ont été prises de cette masse à la forme et à la texture rugueuse, semblable à une patte d'éléphant, en utilisant des miroirs pour éviter l'exposition directe des caméras à la radiation mortelle. Ces photos ont révélé une masse solide, dense et pleine de radioactivité. Avec le temps, la radioactivité a diminué, mais elle reste dangereuse. Aujourd'hui, elle reste un sombre rappel d'un incident passé qui n'aurait jamais dû se produire. Numéro 11, Nikola Tesla et le transmetteur. Cette photographie pourrait sembler quelque peu retouchée, mais elle montre en réalité Nikola Tesla, l'une des figures les plus populaires de la science. Sur cette photo, on peut voir Nikola Tesla assis devant son invention, le transmetteur Manifying. Aussi intimidant que cela puisse paraître, Tesla imaginait que son but était grandiose. L'inventeur l'a conçu comme un moyen de transmettre de l'énergie sur de grandes distances sans fil. La photographie montre le transmetteur en action avec des arcs électriques qui ressemblent à des éclairs. Dans le passé, les gens s'inquiétaient de la sécurité de ces transmetteurs. Ainsi, pour démontrer aux gens que son invention était sûre, Tesla lui-même a décidé de s'asseoir devant elle pendant qu'elle transmettait, pour prouver qu'elle était parfaitement sûre et que le public n'avait pas à s'inquiéter. Tesla a travaillé sur le transmetteur Manifying dans son laboratoire de Colorado Springs. C'est là qu'il a mené ses expériences les plus innovantes et énigmatiques. Pendant son séjour dans cet endroit, calme et isolé, Tesla s'est plongé dans de longues heures de travail, explorant de nouvelles idées et théories révolutionnaires. Ces expériences allaient de la transmission sans fil d'énergie à la communication avec des êtres extraterrestres. Bien que Tesla ait gardé des projets secrets, on lui attribue des avancées importantes en électricité et technologie, comme le développement du courant alternatif et d'autres inventions révolutionnaires. Son héritage scientifique et technologique est impressionnant et son influence perdure jusqu'à aujourd'hui. Numéro 10, l'armée fantôme de la guerre mondiale. Dans le contexte tumultueux de la Seconde Guerre mondiale, où les stratégies et les secrets ont joué des rôles cruciaux, c'est l'une des tactiques les moins connues utilisées pendant la guerre. L'armée fantôme. Connue officiellement sous le nom de XI Quartier Général, les troupes spéciales étaient composées d'artistes, d'acteurs, de designers et d'ingénieurs du son. Leur mission était de tromper les forces allemandes en créant l'illusion de force et de mouvement là où il n'y en avait pas. Leurs outils n'étaient pas le matériel militaire typique, mais des chars gonflables, des faux, des transmissions radio et des effets sonores. L'un des aspects les plus fascinants de cette opération était sa capacité à identifier les soldats. C'était l'utilisation de chars gonflables. Ces répliques gonflables de chars Sherman M4 semblaient réelles de loin, trompant les services de reconnaissance et les espions. L'armée fantôme utilisait également des jeeps et des pièces d'artillerie gonflables. L'objectif était de créer l'illusion d'une force puissante et bien armée, détournant les ressources allemandes des opérations ralliées réelles. De plus, des enregistrements de sons de chars, de troupes et de camps de l'armée ont été reproduits pour renforcer l'illusion. Les opérateurs radio ont transmis de faux messages, embrouillant les intercepteurs allemands. Ces tactiques ont conduit l'ennemi à commettre des erreurs stratégiques.
Les exploits de l'armée fantôme sont restés classifiés pendant des décennies après la guerre. Ce n'est que ces dernières années que les incroyables plans mis en œuvre pour gagner la guerre ont été reconnus. Numéro 9. Tennis. Dans l'avion. Dans les années folles, une époque marquée par l'exubérance de l'après-guerre et les avancées technologiques rapides. Disons que les gens de l'époque étaient plus ouverts à réaliser des activités particulièrement singulières et certainement téméraires. En 1925, deux pilotes audacieux, Gladys Roy et Yvan Inger, non seulement ont volé, mais ont aussi joué un match de tennis. Mais ce n'était pas sur un court ordinaire. C'était sur l'aile d'un biplan, fendant les airs. Au début du XXe siècle, le vol en était encore assez balbutiement. Le vol historique des frères Wright avait eu lieu 2 décennies auparavant. Et l'aviation était un domaine pour les chercheurs de sensations fortes. Pionniers et aventuriers. Les avions étaient plus simples, légers, et il manquait de la technologie avancée et des mesures de sécurité des aéronefs actuels. Penser à faire des acrobaties sur une telle machine était audacieux et montrait une confiance inégalée dans l'appareil et le pilote. Gladys Roy et Yvan Inger, tous deux wingwalkers expérimentés, ont relevé le défi. Le wingwalking, faire des acrobaties sur les ailes d'un avion en vol, était un spectacle populaire et risqué dans les années 20. Bien que cela puisse sembler insensé, jouer au tennis sur l'aile d'un biplan était une idée audacieuse. Ils avaient tous deux un cours de tennis improvisé et quelque chose pour se tenir. Cet exploit incroyable n'aurait pas dû être réalisé par des personnes, mais ils l'ont fait. Je suppose que tout s'est bien terminé. Numéro 8. Équipe d'orques chassant les phoques. Maintenant, jetez un coup d'œil aux meilleurs chasseurs de la nature. En action, nous oublions souvent à quel point les orques sont puissants et habiles. Cependant, rappelons-nous tous qu'il y a une raison pour laquelle les orques sont connus sous le nom d'orques. Ces créatures ne sont pas seulement les plus grands prédateurs de l'océan, mais aussi certains des chasseurs les plus intelligents et coordonnés du règne animal. Ces créatures chassent souvent en meute ou en groupe. Ces groupes peuvent être familiaux ou se former dans le but spécifique de chasser. Au sein de ces groupes, chaque membre a un rôle et ils travaillent ensemble à la perfection. Comme une équipe bien coordonnée. L'une des techniques de chasse les mieux documentées qu'emploient les orques est le lavage de vagues. Dans les régions les plus froides, les phoques ont tendance à se reposer sur des plaques de glace. En prenant conscience de cela, les orques travaillent ensemble pour créer des vagues qui se propagent sur la glace. Ces vagues peuvent projeter le phoque dans l'eau ou déstabiliser la plaque de glace, rendant difficile pour le phoque de garder l'équilibre. Une fois dans l'eau, le phoque devient une cible plus facile pour les orques. Aussi déchirant que cela puisse être, c'est simplement le cercle de la vie dans la nature. Numéro 7. Voiture blindée, déguisée en éléphant. Voici une autre tactique de guerre moins connue. Ici, vous pouvez voir des voitures blindées déguisées en éléphants. Voyez-vous, cette tactique a été utilisée pendant la domination britannique en Inde. Le Raj britannique de 1858 à 1947 fut une période de domination britannique directe sur le sous-continent indien. À cette époque, les Britanniques tentaient de contrôler une terre vaste et diversifiée. Ils ont établi un système de gouvernement et d'administration en Inde, ce qui leur a permis d'exercer un contrôle effectif sur la population locale. Cependant, ces politiques et lois favorisaient principalement les intérêts britanniques, ce qui a généré des tensions et une résistance de la part des Indiens. Malgré les tentatives britanniques d'unifier et de moderniser l'Inde, des différences culturelles et sociales ont persisté, rendant leur domination effective difficile. Bien que l'indépendance en 1947 ait marqué la fin du Raj britannique, son héritage en termes d'infrastructures et de culture reste significatif jusqu'à aujourd'hui. L'Inde était un lieu divers et résilie sous le contrôle britannique. L'armée était fondamentale pour maintenir le contrôle interne et se protéger des menaces externes. Comme l'Empire russe. Pour se défendre, les Britanniques utilisaient des tactiques comme déguiser des véhicules militaires en éléphants, qui étaient vénérés dans la région et passaient inaperçus. Cela leur permettait de se déplacer sans attirer l'attention. Les éléphants étaient également respectés par les habitants, ce qui leur donnait un avantage supplémentaire. Numéro 6. Toddy. Le chien à donner. Non, ce chien n'est pas un mutant et cette vidéo n'est pas non plus éditée.
Regardez-vous Toby. Me chien avec données. Vous voyez, aussi étrange que cela puisse paraître, surtout si vous le voyez pour la première fois. Toby est comme n'importe quel autre chien, sauf pour son nez supplémentaire. Scientifiquement, Toby est le chien le plus étrange de tous les chiens. En réalité, il y a quelques chiens qui naissent naturellement avec deux nez. Elles sont également connues sous le nom de nez fendu. Cette caractéristique peut être observée dans certaines races peu communes, dans des cas individuels, parmi les chiens. L'une des races les plus connues qui exhibe ce trait est le mastif tibétain. Cependant, c'est le chien de chasse tigrandin, parfois appelé chien de chasse tigrandin à double nez, qui présente ce trait unique. Originaire des Andes, cette race était utilisée pour la chasse grâce à son sens aigu de l'odorat. Certains croient que son nez divisé lui permet de mieux capter les odeurs. Mais cette théorie est anecdotique et n'a pas été prouvée scientifiquement. Les registres et récits historiques mentionnent l'existence de chiens à double nez depuis des siècles. Au début du XXe siècle, des explorateurs et voyageurs parcourant des régions reculées ont rapporté des observations de ces chiens. Le colonel Percy Fawcett, un explorateur britannique, a écrit sur la rencontre avec des chiens à double nez en Amérique du Sud lors de l'une de ses expéditions au début du XIXe siècle. À ce jour, les raisons génétiques de ce trait sont inconnues, mais je crois que cela n'a pas d'importance. Après tout, un chien est un chien, avec un nez en plus ou saut. Numéro 5, saut en hauteur, caïman. Maintenant, les caïmans sont souvent considérés comme inférieurs aux crocodiles. Mais cela pourrait te faire changer d'avis. Tu vois, ces créatures ont la capacité surprenante de se lancer verticalement hors de l'eau, à condition d'avoir suffisamment de motivation. Un caïman adulte moyen, utilisant sa puissante queue, peut propulser presque la moitié de la longueur de son corps hors de l'eau. C'est impressionnant, car cela signifie qu'un caïman d'environ 3 mètres pourrait effectuer un saut vertical de 1,2 à 1,5 mètres vers le haut. Ce saut étonnant démontre clairement la force et la puissance incroyable d'un caïman en action. Il n'est pas surprenant que ces reptiles soient facilement considérés comme des prédateurs. Sommet. Leur queue, composée à 80% de muscles, leur confère une capacité de saut étonnante. De plus, leur mention puissante et leur capacité exceptionnelle de chasse les rendent redoutables dans le règne animal. Ils sont non seulement connus pour leur force et leur férocité, mais aussi pour leur capacité à se camoufler dans leur environnement et à traquer leur proie, sans être détectés. Ces reptiles préhistoriques existent depuis des millions d'années et ont réussi à survivre au changement de l'environnement. Leur adaptabilité et leur résistance en font de véritables survivants. Alors, la prochaine fois que tu rencontres un alligator en liberté, souviens-toi de cette vidéo et fais attention. Apprendre sur ces créatures fascinantes t'aidera à mieux comprendre leur rôle dans l'écosystème et à prendre les précautions nécessaires lors de tes interactions avec elles. Numéro 4. Tente transparente, non. Il n'y a aucune manipulation numérique impliquée dans cette vidéo. Ce que tu vois est une tente transparente. Possiblement l'une des créations les plus ingénieuses de l'humanité. Je sais ce que tu penses. Il est fort probable que cette tente soit utilisée en temps de guerre pour fournir aux soldats l'équipement et les provisions nécessaires. Cependant, heureusement, le but original de son développement est un peu plus innocent. Elle est principalement destinée à satisfaire les besoins des chasseurs, en leur fournissant une large gamme de produits et d'outils adaptés pour mener à bien leur activité de manière efficace et réussie. De plus, elle se concentre sur la garantie de la sécurité et du confort des chasseurs, en leur offrant des solutions innovantes et pratiques pour faciliter leur expérience sur le terrain. À cette fin, des recherches et des tests approfondis ont été réalisés pour s'assurer que chaque produit répond aux normes les plus élevées de qualité et de performance, offrant ainsi une expérience de chasse exceptionnelle, conçue pour offrir une visibilité inégalée tout en maintenant la discrétion. Le R180 est conçu pour remplacer les stores de chasse traditionnels, qui reposent sur de petites fenêtres ou ouvertures. Contrairement au traditionnel, le store Rhinocéros R180 permet aux chasseurs de voir clairement l'extérieur, tout en restant pratiquement invisible pour le gibier depuis l'extérieur. Numéro 3, le club de chasse de Mickey Mouse. Je sais ce que tu penses.
Cette photo ressemble à une capture d'écran du cauchemar de quelqu'un. Je n'aurais jamais imaginé que Mickey Mouse puisse avoir un aspect aussi inquiétant et horrifiant. Je pense que l'ambiance effrayante de cette photo est uniquement due au filtre en noir et blanc. Cependant, il y a quelque chose d'incroyablement terrifiant à voir des milliers de personnes avec des masques de Mickey Mouse. Cela semble sorti d'un univers dystopique. Le club Mickey Mouse original a été lancé dans les années 50 comme un programme de variété pour enfants. Mais avant cela, Mickey Mouse était déjà devenu une icône culturelle. Après avoir fait ses débuts en 1928 avec le dessin animé Steamboat Willie, Mickey Mouse a rapidement conquis le cœur du public du monde entier. Sa popularité a explosé et Mickey Mouse est devenu un phénomène. Au début des années 1930, les cinémas ont commencé à accueillir des clubs Mickey Mouse, où les enfants se réunissaient pour assister à des événements spéciaux autour du personnage de dessin animé. Ces réunions impliquaient parfois de porter des masques ou des oreilles de Mickey Mouse, ce qui peut sembler attendrissant pour certains, mais bon, comme tu peux le voir ici, cela peut aussi être assez étrange. Numéro 2. Soldats observant les camps de concentration. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'ampleur des horreurs dans les camps de concentration et d'extermination a été révélée, plusieurs soldats allemands ont dû faire face aux terribles actions qu'ils avaient menées contre les Juifs. En se basant sur leurs réactions. Voir ce qui se passait réellement dans les camps de concentration a été un réveil brutal. Et peut-être attirer sur la parcelle d'humanité qui leur restait. Mais regardons l'Holocauste d'une perspective plus large. Bien que l'extermination systématique des Juifs ait été un élément important de la politique nazie, la Seconde Guerre mondiale avait des causes multiples et complexes. Et ne s'est pas limitée uniquement à l'éradication du peuple juif. Le nationalisme, les disputes territoriales, les dépressions économiques et d'autres facteurs ont contribué à la guerre. Cependant, on ne peut pas justifier la souffrance des Juifs. Passons maintenant au sujet d'aujourd'hui. Cette photo aurait été trouvée dans une archive historique et on pense qu'il s'agit d'une photographie maudite de la Seconde Guerre mondiale. On dit que l'endroit où la photo a été prise était maudit et rempli d'esprits de personnes mortes dans un accident récent. On ne peut pas vérifier cette affirmation, mais beaucoup croient en l'authenticité de la photo. En fait, certains utilisateurs de forums sur Internet se sont sentis très mal à l'aise en la voyant. Numéro 1. Retour au grenier. Cette photographie peut sembler insignifiante, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une photo de Monsieur Otto Frank debout, seul, dans le grenier de la maison arrière d'Amsterdam. Peut-être que le nom d'Anne Frank vous dit quelque chose, la jeune fille dans le journal a été publiée. Elle l'a écrit pendant que sa famille se cachait dans le grenier pour se dissimuler des Allemands. Malheureusement, Otto Frank a été le seul à survivre à l'Holocauste. Après avoir été trahis et arrêtés en août 1944, ils ont été déportés dans des camps de concentration et d'extermination. Anne et sa sœur Margot ont péri à Bergen-Belsen quelques semaines avant la libération du camp. Sa mère, Edith Frank, est morte à Auschwitz. À son retour à Amsterdam après la guerre, Otto a dû faire face à la réalité déchirante du sort de sa famille. C'est alors qu'on lui a remis le journal d'Anne. Trouvé dans le grenier par Niapji, l'une des courageuses personnes qui ont aidé la famille dans leur cachette. Et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'honorer la vie courte et tragique d'Anne Frank en lisant le journal qu'elle a écrit. Si tu ne l'as pas encore lu, nous te recommandons de le faire. Si tu crains que cela n'envahisse l'intimité de la jeune fille, eh bien, laisse-moi te dire qu'Anne voulait que son journal soit lu par le monde entier. Bien que je doive vous conseiller de vous munir de mouchoirs en papier pour le voyage angoissant et révélateur qui vous attend. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.